Salut, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je voulais vous faire ma prestation du grand oral, puisque oui, maintenant il y a un oral dans le baccalauréat. Mon grand oral, ça sera vendredi prochain, il portera sur l'une de mes deux spécialités, autrement dit mathématiques ou numérique, sciences de l'informatique. Et ça sera pas mon choix, ça sera évidemment le jury qui décidera. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais vous faire mon oral de mathématiques. Et le truc le plus important, c'est d'avoir votre avis. C'est-à-dire que tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous en supplie, mettez un commentaire pour donner votre avis. Ça va être super important pour moi, pour que je puisse m'améliorer. S'il y a des choses, par exemple, que vous n'avez pas comprises dans mon oral, s'il y a des trucs que vous voulez que je développe, si jamais vous avez des questions diverses par rapport au sujet que je traite. Les commentaires des vidéos sont faits pour ça, donc n'hésitez pas, mettez un commentaire, c'est hyper important. Et alors, petite précision en ce qui concerne l'oral, pour ceux qui ne savent pas, on a 5 minutes, alors bon, on n'est pas à la seconde près, on peut dépasser de 10 secondes ou faire 10 secondes de moins, c'est pas grave. Mais en plus, on a le droit à une feuille avec des notes que l'on aura préparées 20 minutes avant l'oral, ou si jamais on n'a pas de notes, on peut donner une feuille A4 avec des choses écrites dessus au jury. Ça peut être par exemple une illustration qui permet de mieux comprendre ce que je dis dans mon oral. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je ne veux pas utiliser de notes pour plusieurs raisons. Alors déjà, ça fait un peu de lecture, le fait d'avoir des notes, on sent que c'est pas terrible. Puis en plus de ça, pour les maths, j'aurais vraiment besoin que le jury possède une illustration de ce que je raconte. Sinon, ça risque d'être quand même vachement compliqué. Et après ça, on a 15 minutes de questions, 10 minutes de questions sur la matière et sur le sujet qu'on vient de traiter à l'oral, et 5 minutes qui concernent notre parcours professionnel, notre avenir, sur en quoi le sujet qu'on a choisi est en rapport avec ce qu'on veut faire plus tard, blablabla. Enfin, pour résumer, le grand oral, c'est quand même un peu du blabla. Mais bon, moi aussi, je vais arrêter de parler, je vais faire mon grand oral de maths devant vous. Je ne vais pas faire de coupure, évidemment, parce qu'on doit parler 5 minutes d'affilée. Et après ça, je vais répondre à certaines questions que mes professeurs ou mes parents ou d'autres personnes tierces ont pu me poser au cours de ces dernières semaines. Je mets évidemment le compteur en bas à gauche qui vous permettra de savoir où j'en suis dans le temps imparti. Bien, alors c'est parti. Alors avant de commencer, je tenais à préciser que le sujet dont je vais vous parler concerne un travail personnel de recherche que j'effectue depuis plus d'1 an et demi, mais qui est en lien avec le programme de terminale. Commençons, si vous le voulez bien, par parler de l'addition. Bon, l'addition, 5 plus 3 égale 8, jusque-là ça va, rien de très intéressant à dire. La multiplication, cette fois-ci, c'est plus intéressant, puisque par exemple, si je fais 5 fois 3, vous savez que je peux le développer en 5 plus 5 plus 5. J'ai bien prononcé 3 fois le 5, donc 5 fois 3. L'addition, c'est donc un développement de la multiplication. La puissance, cette fois-ci, c'est la même chose. 5 puissance 3, je peux le développer en 5 fois 5 fois 5. La multiplication, c'est donc un développement de la puissance. Et on peut continuer comme ça encore longtemps. Ça, c'est pas moi qui l'invente, mais il existe des opérations encore au-dessus, telles que par exemple la puissance, c'est un développement de ce qu'on appelle la tétration. La tétration, c'est un développement de la pentation, et ainsi de suite. C'est alors qu'après avoir regardé une vidéo du célèbre vulgarisateur Michael Launay qui parle de ce sujet-là, j'ai eu envie de me pencher sur cette question: existe-t-il une opération avant l'addition ? Autrement dit, est-ce qu'il existe un développement de l'addition? Alors pour pouvoir répondre à cette question, on va utiliser une simple définition qui est la même que pour celle des autres opérations qui existent déjà. Déjà, il faut créer un symbole, une notation, un signe pour cette nouvelle opération. Moi, j'ai décidé que ça se notait avec une flèche vers le bas. Bon, pourquoi pas. Alors du coup, ça veut dire que si j'écris 5 plus 3, je peux le développer en 5, flèche 5, flèche 5. J'ai bien prononcé 3 fois le 5 avec les flèches, donc je peux le factoriser, le simplifier si vous voulez, en 5 plus 3. Alors, je viens de créer ici du coup une nouvelle opération, mais on peut évidemment étendre ça à n'importe quel nombre x. Si j'ai par exemple x flèche x, je peux l'écrire du coup x plus 2. Et x peut valoir n'importe quoi, ça peut être un nombre entier, un nombre qui n'est pas entier, un nombre réel, un nombre complexe même, pourquoi pas, pour ceux qui font maths experte. Mais alors, la question se pose pour le calcul, par exemple, x flèche z.
avec x différent de z. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps de faire ici de démonstration, hein. Je vous demande simplement de me croire. Pour x flèche z avec x différent de z, pour le résultat, eh bien, il suffit de prendre le plus grand nombre des deux, entre x et z, et de lui ajouter 1. Ce qui fait que du coup, pour la fonction 0 flèche x, j'ai tracé ici une fonction, la courbe en bleu, ici, qui représente 0 flèche x. C'est là qu'on peut faire le lien avec le programme de terminal, puisqu'on voit ici très bien que cette fonction n'est pas monotone. 0 flèche x n'est pas monotone. Alors la monotonie, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'une fonction est soit strictement tout le temps croissante, soit strictement tout le temps décroissante. Or ici, vous le voyez bien, hein, avant 0, la fonction est constante, elle n'est donc ni croissante ni décroissante, donc elle n'est pas strictement monotone. Et là, on a un fameux théorème, le théorème de bijection, qui nous dit du coup qu'on ne peut pas créer de fonction réciproque à cette fonction. Et alors, une fonction réciproque, par exemple une fonction g, si elle est réciproque de f, ça veut dire que la courbe de g, elle est symétrique à la courbe de f par rapport à la droite ici en pointillé, la droite d'équation y égale x. Du coup, si on ne peut pas créer de fonction réciproque à 0 flèche x, ça veut dire qu'on ne peut pas créer d'opération réciproque à la flèche, de la même façon que la soustraction est réciproque à l'addition, que la division est réciproque à la multiplication, ou même que la racine est réciproque à la puissance, pourquoi pas. Alors, du coup, les 5 minutes sont presque terminées. J'aurais pu vous parler des lois de composition interne, c'est super intéressant, remplir des tableaux de valeurs pour vous montrer un peu les résultats. J'aurais pu aussi vous parler de l'hôtel de Hilbert et puis des nombres transfinis. C'est super intéressant, j'en ai déjà fait d'ailleurs une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous la mets juste ici. Mais bon, 5 minutes c'est court, hein, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça en tout cas pour l'instant, puisque comme je vous l'ai dit au début, ça fait 1 an et demi que je travaille sur tout ça. 1 an et demi, ça fait 788 400 minutes, et 788 400, c'est strictement supérieur à 5. CQFD, je n'ai pas le temps d'en parler, mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Bien, maintenant on a la phase des questions. Alors, je vais déjà répondre aux questions qu'on m'a déjà données, hein, soit en vrai, soit par mail, ou soit mes parents, enfin et autres. Et je vous invite bien sûr, si vous regardez cette vidéo, à poser vos propres questions dans les commentaires. Si jamais j'ai suffisamment de questions, si j'en ai allé 4 ou 5, on va dire, au minimum, je ferai une vidéo spéciale où je répondrai à vos questions. Et on commence avec eh bien, la première question, la voici. Alors, vos opérations sont définies pour x entier. X peut-il être négatif? Alors oui, x peut être négatif et c'est très simple à comprendre. Je vais faire ici une démonstration. Bien, par exemple, moins 1 flèche moins 1, avec la définition qu'on a donnée au départ qui était celle-ci, hein, x plus 2 c'est égal à x flèche x, hop, ça je l'encadre. Du coup, moins 1 flèche moins 1, ça marche très bien, moins 1 flèche moins 1, ça fait donc moins 1 plus 2, et moins 1 plus 2, c'est égal à 1. Donc ça marche, moins 1 flèche moins 1, ça fait bien 1. Autre question, philosophiquement, comment créer une opération avant l'addition sur des entiers, alors que les entiers ont été définis par l'opération? Autrement dit, définis par l'addition. Alors qu'est-ce que cette personne veut dire par là? Eh bien tout simplement, les entiers sont définis par une opération définie par le mathématicien Giuseppe Peano. Et l'arithmétique de Peano, elle se constitue de la manière suivante. En fait, c'est une fonction que l'on note grand S, qui s'appelle la fonction successeur. Et en fait, la fonction successeur, S de x, c'est égal à x plus 1. Tout simplement. Il part de cette définition-là, mais aussi du coup du principe que S de 0 est égal à 0 plus 1, donc c'est égal évidemment à 1. Donc il part du principe que 0, eh bien, c'est le premier entier naturel, et qu'à partir de là, à partir de cette fonction successeur, on peut créer tous les nombres entiers naturels. Et ça, le fait de faire plus 1, ce n'est rien d'autre qu'en fait une incrémentation. Et dans l'arithmétique de Peano, eh bien, l'incrémentation, il la considère comme l'opération qui est avant l'addition, l'opération qui développe l'addition. Et en fait, c'est assez simple de comprendre pourquoi, puisque par exemple 5 plus 3, c'est égal à 5 plus 1 plus 1 plus 1.
Le plus 1 ici, ce n'est rien d'autre que l'incrémentation. Donc 5 plus 3, eh bien, ce n'est rien d'autre que le successeur du successeur du successeur de 5. Ici, on a 3 fois la fonction composée dans elle-même. Hein. C'est pour ça qu'on met le plus 3. Elle se compose 3 fois. Donc, successeur du successeur du successeur de 5. Et tout ça, évidemment, c'est égal à 8. Et donc, pour Peano, du coup, la fonction successeur, l'incrémentation, eh bien, c'est l'opération qui développe l'addition. Pour cette raison-là, puisqu'on peut faire ici, eh bien, tu le vois, hein, des développements en fonction du nombre qui se situe à droite. Sauf que, attention, on n'est pas vraiment dans le cas d'une nouvelle opération, puisque on le voit ici, hein, ça c'est pas une nouvelle opération, le plus c'est le symbole de l'addition. Donc il est bien sympa Peano avec sa fonction successeur, sauf que sa fonction successeur, elle n'est définie que par une addition, ce n'est rien d'autre que le fait de faire plus 1. Donc au fond on ne crée pas vraiment une nouvelle opération, c'est pas nouveau le fait de faire plus 1. C'est pourquoi ce que raconte Peano, c'est complètement n'importe quoi. Évidemment c'est pas n'importe quoi, mais c'est juste que moi j'ai souhaité apporter une nouvelle approche eh bien de cette opération qui serait du coup potentiellement avant l'addition. Et donc pour répondre à la question de départ, hein, comment philosophiquement on peut créer une opération qui serait avant l'addition, puisque l'addition c'est l'opération de base qui crée en fait les nombres. J'ai une réponse très simple, prenons cette fois-ci le cas des fonctions. Par exemple x carré. X carré, on peut faire sa dérivée. La dérivée de x carré c'est 2x. Puis 2x, on peut aussi faire sa dérivée. Sa dérivée, eh bien, c'est 2. Puis encore, ça fait 0. Puis après, ça fera toujours 0. Mais on peut dériver potentiellement une infinité de fois une fonction. Sauf que si tu es en terminale, tu le sais, on peut faire des dérivées, mais on peut faire aussi dans le sens inverse. On peut faire des primitifs, chercher les primitifs des fonctions. Et une des primitives de x carré, par exemple, hein, c'est 1/3 de x au cube. Puis ce 1/3 de x au cube, on peut encore chercher sa primitive, et ainsi de suite. C'est un peu ce raisonnement-là que je fais. En fait, je pars d'une opération de base qui est l'addition, qui effectivement cadre un peu les choses. Et à partir de cette addition, on peut, entre guillemets, créer des dérivés de l'addition avec la multiplication, puis la puissance, etc. Mais on peut chercher du coup aussi des primitives de cette addition, entre guillemets toujours. Hein. On peut chercher, par exemple, l'opération du coup flèche, une flèche vers le bas, et on peut pousser le vice jusqu'au bout et chercher même des opérations qui seraient encore en dessous. Et puis de toute façon, en mathématiques, on peut se poser toutes les questions qu'on veut. On n'a aucune limite. Et c'est ça qui est bien avec cette matière. Ensuite, autre question. Quel est l'intérêt de faire une fonction réciproque à l'opération flèche? C'est très simple à comprendre. Hein. Pour par exemple x carré, il existe une fonction réciproque à x carré, hein, c'est la racine carrée de x. Que fait la racine carrée de x? Elle supprime tout simplement le carré. Pour la fonction 1 sur x, il existe également une réciproque. La réciproque de 1 sur x, c'est elle-même. La réciproque de 1 sur x, c'est 1 sur x. La réciproque de x plus 1, c'est x moins 1. La réciproque de l'exponentielle, donc e de x, c'est le logarithme népérien ln de x. Bref, je pense que tu as compris un peu le principe des fonctions réciproques. C'est tout simplement la suppression de tous les éléments qui sont autour du x pour finalement ne garder que du x. Pour supprimer tout ce qu'il y a autour du x ici, c'est-à-dire le carré, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la racine carrée. Si jamais tu prends ça et que tu le mets à la place du x ici, que tu fais donc la racine carrée de x carré, tu te retrouves bien qu'avec du x, en tout cas pour du x positif. Pour 1 sur x, si x évidemment est différent de 0 et que tu le mets ici à la place du x, le 1 sur x tu le descends ici à la place du x, 1 sur x, tu fais l'inverse de l'inverse. Et l'inverse de l'inverse, c'est lui-même, c'est x. Le x plus 1, ça c'est pas compliqué, x plus 1, si je le mets ici à la place du x, on aura donc du x plus 1 moins 1, plus 1 et moins 1 s'annulent, il ne reste plus que du x. Et enfin, l'exponentielle e de x, si on le met ici à la place du x, tu le sais, le logarithme népérien de e puissance x, ça rend x. Et moi en fait, j'avais envie du coup de créer une opération réciproque, une fonction réciproque en fait de 0 flèche x. Alors cette fonction réciproque du coup nous aurait permis de définir une fonction qui serait réciproque à l'opération flèche vers le bas, donc l'opération qui développe l'addition. Admettons que je note cette opération avec une flèche vers la gauche. Bon, pourquoi pas, j'aime bien utiliser des flèches, me demandez pas pourquoi. Ça voudrait dire que si on a ça, 0 flèche vers la gauche x, on pourrait remplacer le x qui est là,
c'est-à-dire prendre tout ça et le mettre à cet endroit-là. Alors là, je mets un 0, mais ça peut être complètement autre chose, on va dire même Y. Tiens. Hop, Y, flèche vers la gauche, X. Alors ça voudrait dire qu'on retomberait sur X. Et c'est donc pour ça que je cherchais une fonction réciproque à 0 flèche X, sauf que le problème, c'est que, tu l'as vu, ce n'est pas possible d'en créer, puisque la fonction 0 flèche X, flèche vers le bas, n'est pas strictement monotone, donc il ne peut pas y avoir de fonction réciproque à celle-ci. Et donc ça se comprend assez bien sur la courbe en rouge, sur le graphique que j'ai donné tout à l'heure, puisque la courbe en rouge, tu le vois à certains endroits, il y a des endroits où il y a plusieurs images possibles. Par exemple, à 1, tu le vois, il y a une infinité d'images possibles sur la courbe rouge. Pour x égale 2, même chose, il y a cette fois-ci 2 images possibles pour x égale 2. Et donc ça, c'est pas possible, pour une fonction, il n'existe qu'un seul résultat, qu'une seule image, en tout cas par antécédent, par valeur de x. Alors, sauf dans certains cas où là, on parle de fonctions multivaluées qui permettent justement d'avoir des ensembles de résultats, des ensembles d'images pour des fonctions. Mais là, du coup, on entre dans un autre sujet. Ensuite, prochaine question, pourquoi avoir choisi le symbole flèche vers le bas? Alors, ça, c'est très simple. Alors, tout simplement parce que je l'ai dit au début, quand on crée une hiérarchie d'opérations, l'addition, puis la multiplication, puis la puissance, et ainsi de suite, il y a une notation pour les opérations qui sont au-dessus de la puissance. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur l'hôtel de Hilbert. Elle est dans le i ici au-dessus à droite. Et cette notation, c'est le mathématicien Donald Knuth qui l'a inventée. En fait, il part du principe, donc je vais réécrire, on a l'addition, on a la multiplication. Et lui, il crée une nouvelle notation pour la puissance plutôt que de mettre des exposants, parce que finalement, c'est pas très beau. Si jamais on fait des exposants d'exposants, on a des tours un petit peu en hauteur comme ça. Puis même à écrire, c'est pas très pratique. Donc du coup, il crée une nouvelle notation qui est la flèche vers le haut. Il dit que ça, c'est la notation de la puissance. En fait, il dit que du coup, A flèche vers le haut, B, c'est égal à A puissance B. Et après, il continue du coup pour la puissance, c'est un développement d'une nouvelle opération. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tétration. La tétration se note avec 2 flèches, comme ça, 2 flèches vers le haut. Tel que du coup, A 2 flèches B, c'est égal à A puissance A, etc., puissance A, le tout que l'on répète B fois. Alors attention, la puissance n'est pas commutative, A puissance B ce n'est pas égal à B puissance A. Du coup, je ne pouvais pas faire l'inverse, je ne pouvais pas écrire B puissance B, le tout que l'on répète A fois. Ça ne fonctionne pas. Puis du coup, il continue, il crée 3 flèches comme ceci. Ça, c'est la pentation. Et la pentation, A 3 flèches B, c'est égal à A, 2 flèches A, 2 flèches, etc., 2 flèches A. Voilà, le tout qui répète du coup B fois. Et ainsi de suite, il augmente en fait le nombre de flèches à chaque fois. L'opération d'après, c'est avec 4 flèches, puis avec 5 flèches. Et donc moi, j'ai choisi la notation de flèche vers le bas, tout simplement pour reprendre cette notation, mais comme on descend en dessous de l'addition cette fois-ci, du coup c'est vers le bas. Puis du coup l'opération qui développe l'opération flèche vers le bas se note du coup avec 2 flèches, puis encore en dessous on a 3 flèches, et ainsi de suite. Donc voilà l'explication de mon choix de notation. Ensuite, autre question, est-ce que mon opération est associative? Alors, l'associativité, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les lois de composition interne. Alors, l'associativité, c'est tel que A, une opération B, une opération C, c'est égal à A, une opération B, une opération C, peu importe où on met les parenthèses, c'est-à-dire qu'on peut les mettre là et là, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on a du coup cette égalité, ça veut dire que l'opération qui se note avec un point, par exemple, c'est un exemple évidemment, ça veut dire que cette opération du coup est associative. L'addition, c'est une opération associative, puisque A plus B plus C, c'est égal à A plus B plus C. La multiplication, c'est associatif aussi. Par contre, attention, la puissance, là, ça ne marche plus. La puissance n'est plus associative. Du coup, mon opération, est-ce qu'elle est associative? Alors, techniquement, pour l'instant, j'ai pas trouvé de moyen de le démontrer. Une chose est sûre, si jamais l'opération n'était pas associative, elle ne serait pas non plus commutative. Autrement dit, A flèche B ne serait pas égal à B flèche A. Et si c'était le cas, le gros problème qu'on aurait, c'est qu'on ne pourrait pas créer
créer d'autres opérations qui seraient encore en dessous des flèches, qui développeraient les flèches. Du moins, on ne pourrait pas créer des opérations qui suivent le même principe que pour les opérations qui existent déjà. En plus, le fait que ce soit pas commutatif, eh bien, ça enlèverait la moitié de tous les calculs. Ça veut dire qu'on s'empêcherait de faire la moitié des calculs et donc il y aurait plein de résultats qui resteraient indéfinis. Du coup, moi, je trouve ça quand même vachement dommage. Donc, même si je peux pas vraiment le démontrer pour l'instant, je définis cette opération comme étant associative et du coup commutative. Autre question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sujet? Alors, je l'ai dit au début, c'est quand j'ai regardé une vidéo du vulgarisateur Michael Launay. Il fait de superbes vidéos, enfin il faisait, parce que là il est plus trop actif sur sa chaîne YouTube malheureusement. Et ça date déjà d'il y a quelques années cette vidéo, mais il posait la question à ses abonnés, c'est-à-dire, existe-t-il une opération avant l'addition? Et puis au cours d'un live, quelques jours ou quelques semaines plus tard, je m'en rappelle plus trop, il répondait un peu partiellement à cette question en remplissant un tableau de valeurs. Je vais le faire juste après. Et du coup, il pousse pas la question très loin. Il remplit un tableau de valeurs, ça dure 10-15 minutes. Et j'ai été vraiment frustré. Je me suis dit, quel dommage, la question aurait pu être vachement plus approfondie. Et à partir de là, j'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo et j'ai noté plein de trucs. Il y avait au moins 20 pages de feuilles avec plein de calculs qui étaient effectués. Je créais des opérations encore en dessous. Ça, je me suis intéressé à la question directement, les opérations qui étaient encore en dessous de la flèche. Et je remplissais des tableaux, je faisais des trucs, c'était vraiment impressionnant. Bon, je faisais plein d'erreurs aussi, mais je me suis corrigé évidemment au fur et à mesure. Et là, depuis 1 an et demi, j'ai écrit un document Word, même 2 documents Word différents. Il y en a un qui est très vulgarisé, où j'ai un vocabulaire, on va dire, très enfantin, où j'explique un peu comme je vous l'explique là devant la caméra. Ce document, il fait une bonne trentaine de pages, il est assez volumineux. Et il y a un autre document qui est du coup beaucoup plus court, qui n'est pas encore terminé, il est en cours d'écriture, mais il fait 5-6 pages, qui est là beaucoup plus, on va dire, professionnel. J'utilise vraiment des formules mathématiques assez complexes que j'ai trouvées sur YouTube, sur Wikipédia ou sur d'autres blogs de mathématiques. Je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'est illisible pour des gens qui aiment pas trop les maths. Et à côté de ça, je me suis amusé à créer des programmes informatiques sur Python notamment pour tracer par exemple justement ce genre de courbe et pour étudier de manière un peu plus facile du coup les opérations avant l'addition. C'est un petit peu un outil que j'utilise, que j'ai moi-même créé et que j'utilise pour faire mes recherches et pour étudier justement ces opérations là. Et donc le tableau de valeurs, je vais le faire justement parce que c'est très intéressant. Donc là je vais un peu faire comme une table de multiplication qu'on apprend à l'école primaire, avec des cases qu'on doit apprendre par cœur. Bon, c'est évidemment pas très fun. Donc voici le fameux tableau. Alors je vais le remplir. Déjà, on a vu que x flèche x c'était égal à x plus 2. Ça, on l'a défini déjà dès le départ. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toute la diagonale ici, on peut déjà le remplir. 0 flèche 0. Alors, comme c'est commutatif, peu importe le sens dans lequel on le lit, mais je lis plutôt comme ça. 0 flèche 0, un peu comme dans les matrices. On lit d'abord la ligne, puis ensuite la colonne. Donc, 0 flèche 0, c'est 0 plus 2. Donc, c'est 2. 1 flèche 1, c'est 1 plus 2, donc 3. En fait, à chaque fois, on ajoute 2. 2 flèche 2, du coup, ça fait 4. 3 flèche 3, ça fait 5. 4 flèche 4, ça fait 6. Et ainsi de suite. Et après, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les autres cases, pour x flèche z avec z différent de x, donc ça je vais le noter, pour tout x différent de z, je vais le marquer comme ça, c'est égal à max, la fonction max qui prend le maximum des deux entre x et z, plus 1. Et ça, je vais l'expliquer très simplement. Alors, je vais pas le démontrer, ça serait un peu long, mais je vais le montrer des résultats, avec des exemples. Par exemple, pour 0 flèche 2, le 2, il existe déjà dans la diagonale. On peut le remplacer par 0 flèche 0. Donc 0 flèche 2, c'est égal à 0 flèche 0 flèche 0. Comme je pars du principe, là aussi, que mon opération est associative, ça veut dire que j'ai pas besoin de mettre les parenthèses là. L'opération est associative, c'est comme ça que je la définis, donc on peut laisser ça comme ça. Et du coup, 0 flèche 0, ça c'est égal à 0 plus 3, puisque je répète 3 fois le 0. Et du coup, 0 plus 3, ça fait 3. Donc déjà, je peux remplir cette case-ci, et comme c'est commutatif, 2 flèche 0, je remplis celle-là aussi. Bon, autre exemple avec 4 flèche 1, alors 4, c'est 1 plus 3.
Ça, c'est l'addition, c'est simple. Hein. Donc, du coup, bon, j'ai laissé les parenthèses pour que ce soit plus simple à comprendre. Je n'oublie pas de réécrire le flèche 1 à droite. Et 1 plus 3, d'après la définition de mon opération flèche, 1 plus 3, c'est égal à 1 à 1, flèche 1, flèche 1. Je répète bien 3 fois. Et je n'oublie pas de réécrire le flèche 1 ici. Pareil, comme c'est associatif, j'ai pas besoin d'écrire les parenthèses. On a donc 1, flèche 1, flèche 1, flèche 1. Et ça, du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne 1 plus 4. Et ça, 1 plus 4, c'est égal à 5. Pourquoi 1 plus 4 hein, je le répète, parce que on a bien écrit ici 4 fois le 1. Donc, je peux le factoriser, le simplifier dans l'addition, 1 plus 4. Ça me permet donc de remplir eh bien, cette case-là, le 5, et cette case-là, ici. Puis finalement, en faisant les tests avec tous les nombres, hein, qu'ils soient entiers ou même qui ne soient pas entiers, que ce soit même les négatifs, des nombres à virgule, en fait, ça marche tout le temps. Donc du coup, ça permet, par exemple, de remplir cette case-ci, de remplir cette case-là, de remplir celle-ci. Et voilà, j'ai terminé de remplir le tableau de valeurs en utilisant bien que ces deux règles-là. X flèche x est égal à x plus 2 et x flèche z c'est égal à max entre x et z plus 1 pour tout x différent de z. Autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que les puissances itérées, ça a une application? Alors les puissances itérées, pour rappel, ça se note avec des flèches vers le haut, hein, la puissance, puis la tétration, puis la pentation et ainsi de suite. Oui, ça a une application, ça je l'ai déjà expliqué encore une fois dans ma vidéo que je te mets dans le i au-dessus à droite. Je l'ai expliqué hein, avec les nombres transfinis, quand on crée une infinité d'étapes d'imbrication d'hôtels de Hilbert dans des villes de Hilbert, des régions de Hilbert, avec des univers de plus en plus grands et ainsi de suite, on finit par avoir une tour de puissance, un développement de puissance comme ça, qui est infini, hein, oméga, puissance oméga, etc., jusqu'à l'infini. Et donc j'ai dit que ça pouvait pas s'écrire en maths, évidemment, on peut pas écrire un truc pareil. Et donc du coup, on le note, eh bien, oméga, deux flèches vers le haut, oméga. On répète une infinité de fois, puisque oméga, je le rappelle, ça représente l'infini. Donc on répète une infinité de fois oméga dans l'opération qui est avant la tétration, c'est-à-dire la puissance. Et j'avais même expliqué que ce oméga, deux flèches oméga, je peux même encore le simplifier, le factoriser, c'est-à-dire oméga, 3 flèches vers le haut, 2. Puisque ici, je répète bien 2 fois le oméga, donc oméga, 3 flèches, 2. Et enfin, dernière question que l'on m'a posée, c'est comment est-ce que j'ai fait mes recherches pour ce sujet-là? Alors la première vraie recherche que j'ai faite, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est d'avoir regardé très attentivement la vidéo de Michael Launay qui parle de ce sujet-là, parce que j'avais vraiment envie de bien comprendre et de bien poser les choses hein, pour commencer à étudier la question. Puis avant de me lancer trop là-dedans, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même aller voir sur Internet et dans des forums mathématiques en posant la question pour voir si ça n'existait pas déjà. Parce que je me suis dit que c'était bizarre quand même que je sois le seul à me poser cette question-là et à étudier la chose de manière assez approfondie. Donc c'est là que j'ai posé des questions à plein de forums, alors je crois, enfin plein, on va dire allez 4 ou 5 forums de maths différents. Et on m'a répondu tout le temps la même chose, hein. En gros, non, ça n'existe pas. Avant l'addition, c'est l'incrémentation, attention, il fallait pas dire de bêtises là-dessus. J'en ai parlé aussi à mon cousin qui est qui était élève à l'ENS, l'école normale supérieure de Lyon, et donc qui est à fond dans les maths et l'informatique, hein. Et donc lui pareil, hein, il connaissait pas tout ça. Puis après je suis allé voir mes profs de maths, mon prof de NSI, numérique sciences de l'informatique. Pareil, ils connaissaient pas, ils en avaient jamais entendu parler. Pour vous dire, j'ai même été voir un professeur de l'université de Lausanne, qui est le père d'un ami de mon petit frère. Même lui, il m'a dit non, je connais absolument pas tout ça. Donc évidemment, tout ça, ça m'a donné encore plus envie d'étudier la question. Et donc mes recherches, je les effectue majoritairement sur Internet, hein, en me promenant sur des pages Wikipédia. Alors on critique souvent Wikipédia parce qu'on pense que c'est pas fiable, mais en réalité c'est très fiable Wikipédia, c'est toujours vérifié, les sources, les choses que l'on met. Moi-même j'ai déjà essayé d'écrire des trucs ou de modifier des pages, à chaque fois on me supprimait tout ce que j'écrivais parce que soi-disant je ne citais pas suffisamment de sources. Donc franchement c'est très fiable, puis
Pour le domaine des mathématiques, il n'y a pas besoin non plus que ce soit hyper fiable au niveau des dates, des noms, des trucs. Ce que j'ai besoin, moi, c'est d'avoir des raisonnements, d'avoir quand même un minimum de formules, des choses qui cadrent un petit peu mes recherches. Donc ça, je les trouve, voilà, principalement sur Wikipédia, sur des forums de maths, sur YouTube. Et évidemment, la question des opérations avant l'addition reste totalement ouverte. C'est pourquoi, je le répète, écrivez vos questions dans les commentaires. C'est super important pour moi, pour que je puisse m'améliorer pour mon grand oral, pour que j'ai une bonne note grâce à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu longue. Si elle t'a plu, eh bien, abonne-toi à la chaîne, lâche un like. Allez, merci. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!